Le deuxième échelon sur l'analyse, c'est au plan international. Là, je parlais du plan africain. Au plan international, nos défis sont également nombreux. J'observe d'abord que l'Afrique est en pleine mutation et que sur plus d'une décennie, les taux de croissance observés ont été régulièrement supérieurs à la moyenne mondiale, avant d'être sévèrement freinés par la pandémie de Covid-19, aggravée aujourd'hui par les conséquences de la guerre en Ukraine. Ce sont des conséquences dramatiques sur la vie sociale en Afrique. Et dans le monde d'ailleurs, puisqu'il y a une poussée inflationniste partout dans le monde due à cette guerre. Cette Afrique au travail veut naturellement des partenariats consensuels, des partenariats mutuellement bénéfiques, des partenariats co-construits sur le fondement des valeurs partagées et de respect de nos différences. Nos différences nous enrichissent. Donc, il faut qu'on respecte ces différences, il faut qu'on co-construise, comme nous l'avons dit au mois de mai 2021 à Paris, sur le financement des économies africaines. Nous devons, pour les réponses africaines, apporter notre vision. On n'est pas là pour recevoir simplement des kits de solutions qui sont conçus ailleurs et qu'on veut plaquer en Afrique. Mais on doit pouvoir co-construire ces modèles et ces partenariats. J'ai l'habitude d'ailleurs de dire qu'un vrai partenariat repose avant tout sur une éthique relationnelle faite de respect mutuel où il ne saurait y avoir d'injonction d'une partie envers l'autre. C'est ça le partenariat. Partenariat. Donc il faut que les deux communiquent, que les deux partagent, que les deux échangent. Mais ça ne peut pas être dans un seul sens. Alors c'est pourquoi nous plaidons pour une meilleure intégration de l'Afrique dans les instances de la gouvernance mondiale. Récemment, j'ai lancé l'idée de demander un siège au G20 pour l'Afrique, pour l'Union africaine. Ça ne manque pas de sens. Puisque l'Afrique, si vous réunissez l'ensemble des pays, nous avons à peu près le 8e PIB mondial, toute l'Afrique réunie. Le 8e PIB mondial, nous avons 1,3 milliard habitants. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés de superficie, avec les ressources connues. Donc ça a du sens, là où on élabore les politiques, qu'on soit membre et non pas juste invité. Et parfois, il y a des pays qui disent « Oh, l'Afrique, non, next time. Next time. » Pas tous les chefs d'État qui nous invitent. Alors, il y en a qui invitent parce qu'ils ont cette sensibilité et cette vision. Il y en a, pour eux, l'Afrique, c'est rien du tout. C'est que des problèmes, c'est qu'un continent, voilà. Donc, je souhaite que les membres du G20 soutiennent cette idée. D'ailleurs, l'Union européenne est membre, pas les pays respectifs de l'Europe qui sont membres, mais l'Union européenne elle-même. Nous n'avons pas le même PIB, bien sûr. Mais le PIB africain réuni, quand même, mérite d'être membre, puisque l'Indonésie est membre, l'Arabie saoudite est membre, et d'autres pays importants, la Corée du Sud, le Mexique. Toute l'Afrique doit avoir un siège qui lui appartienne. N'est-ce pas, cher ami? Nous travaillons aussi pour une Afrique ouverte à tous les courants de partenariat, sans chasse gardée, sans exclusion ni exclusivité. Parfois, bon, quand je le dis, nos amis, moi j'ai des amis que j'assume, mes amitiés, je les assume, mes amitiés avec l'Occident, je les assume. Donc, parfois, ça crispe un peu, mais il faut qu'ils comprennent que l'Afrique est dans le concert du monde. Il doit interagir avec toutes les parties. Donc il doit rechercher aussi ses intérêts avec toutes les parties. Donc cette diversification du partenariat n'est pas faite contre l'Occident, ni avec tel ou tel partenaire, mais tout ce qui peut nous arranger dans l'intérêt de l'Afrique doit être mis en œuvre pour l'intérêt du continent et de notre partenariat. Concrètement, il faudra
faire bouger les lignes sur plusieurs fronts, dont le premier, c'est la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour une représentation plus juste de l'Afrique. En 1946, il y avait très peu de pays africains qui étaient indépendants. Je n'en connais que le Libéria, un peu l'Éthiopie. Voilà. Il n'y en avait pas. Personne n'était autour de la table. Donc, les règles ont été fixées, c'est les règles des vainqueurs. C'est pourquoi il y a 5 pays qui ont le droit de veto. C'est les pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont été vaincus n'ont pas eu le droit de veto, quelle que soit par ailleurs leur puissance de l'époque. Et ceux qui n'étaient pas là, donc, n'ont pas été pris en compte sur la marche du monde. Parce qu'ils étaient sous d'autres drapeaux. Aujourd'hui, ils sont indépendants. Donc, ils sont là. Ils sont 1,3 milliard d'habitants sur la planète. Ils sont 54 pays. Si on ne tient pas compte de quoi on va tenir compte? Donc, c'est légitime ce qu'on demande. Nous avons pour le moment 3 sièges tournants. C'est-à-dire quand un pays rentre, pour revenir au Conseil, il faut au minimum 25 ans. 25 ans, s'il est vraiment dynamique. Hein? Parce que sinon, c'est 45, 50 ans. C'est-à-dire 2 fois par siècle. Pour séjourner 2 ans comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Ça, c'est pas normal. Donc voilà la question. C'est pourquoi les Africains ont dit, dans le consensus d'Iselweni, qui est, bon, notre consensus, il nous faut 2 membres permanents avec droit de veto. Ça, c'est la demande africaine. Bien sûr, c'est difficile, je dois l'avouer. Mais c'est un processus. Au moins, si on a les 2 membres, on va se battre aussi pour le droit de veto. Ou au moins qu'on réforme le droit de veto. On aurait pu dire, sur une crise, si l'Assemblée générale vote aux 3/4, par exemple, que ça passe. Ça, c'est une manière, quand même, d'atténuer le droit de veto. Mais il suffit qu'un pays membre permanent dise « je ne suis pas d'accord ». D'ailleurs, on utilise le terme « niet ». Tu dis « niet », c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. On oublie. Ça, ce n'est pas juste. Et donc, nous pensons que nos amis et nos partenaires du Nord, de l'Est et de l'Ouest pourront vraiment accompagner cette demande africaine. La deuxième réforme, celle-ci, elle est économique. Et ça, j'en ai discuté avec le président Macron. Je lui ai dit, ce que nous exigeons, en réalité, vous arrange plus, vous qui êtes pays industrialisé. C'est la réforme des règles de l'OCDE qui fixe les conditions dans lesquelles les pays organisent les crédits export. Nous voulons acheter du matériel. Évidemment, nous voulons avoir accès au crédit. Mais les conditions du crédit sont telles que nous ne pouvons pas acheter assez par rapport aux besoins de notre développement, aux besoins de nos populations, à notre volonté de moderniser l'Afrique, puisque ce sont des crédits maximum sur 10 ans, avec 1 année ou 2 de grâce, à des taux parfois un peu élevés pour des crédits export, et surtout des assurances très chères, parce que les assurances dépendent des notations, ces fameuses notations, des agences de notation, qui nous notent de façon absolue et qui considèrent que nos pays sont risqués, l'Afrique c'est trop risqué, alors que le retour sur investissement est plus important ici qu'ailleurs. C'est vrai, il y a des problèmes, quelques coups d'État, on l'a dit, mais globalement, l'Afrique est stable, globalement. L'Afrique paye sa dette. Donc les risques ne sont pas aussi importants que la perception, qui fait qu'on renchérit les assurances et tout cela renchérit le crédit, donc limite l'investissement. Et si ça limite l'investissement, ça limite les conditions d'emploi de la jeunesse africaine. Et résultat, ils prennent la mer, ils prennent le désert pour essayer d'aller en Europe. Or, si on améliore ces conditions, qu'on ait des crédits sur 20 ans, 25 ans, ce n'est pas de l'aide, je parle de la dette, à des taux bas, comme certains pays le font, y compris des pays membres de l'OCDE. Mais en ce moment, nous pourrons prendre plus, beaucoup plus. Et ça va alimenter la croissance en Europe et ailleurs, dans les pays industrialisés.
Et nous gagnerons, nous, parce que nous pourrons développer plus rapidement notre continent. Nous aurons un transfert de technologie. Et eux, ils pourront vendre. Et si les avions, vous les vendez qu'au seul pays développé, mais vous n'en vendrez pas assez. Il faut pouvoir vendre aussi des avions, vendre la technologie des trains. Je suis heureux que notre train soit quand même livré par Alstom. Mais il faut combien de TR en Afrique? Il faut le faire ailleurs aussi. Combien d'avions qu'il faut acquérir parce que la population bouge? Combien de centrales électriques, de solaire, etc. Donc toutes ces technologies doivent être transférées. Et tout le monde y gagne. Donc ça, c'est notre demande, c'est la réforme des règles de l'OCDE. J'ai été invité, je suis très honoré par ça, par l'OCDE au mois de juin à Paris. Et c'est le discours que nous disons. C'est tout ce qui entrave l'accès des pays africains au crédit export à des conditions soutenables pour le financement des projets d'infrastructure de développement. Je ne rappellerai pas ici que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes ces terres arables. Et comment nourrir le milliard 300 000 habitants africains? Nous sommes très vulnérables, on le voit avec la crise ukrainienne. Tout a flambé sur les prix, puisque même pour faire le mbourou, comme l'autre disait, le pain, c'est du blé. Et nous, on ne produit pas de blé ici, pour le moment, parce qu'on a fait des tests. On voit bien que le blé pourrait fonctionner dans la vallée. Mais en attendant, on l'importe. Il faut renforcer la production africaine, il faut renforcer la consommation africaine sur les produits qui sont, donc, j'allais dire, cultivés en Afrique pour ne pas reproduire, qui sont produits en Afrique.